Bonjour, bonsoir à vous tous et très heureux de vous retrouver dans Le Monde en 7 ce samedi. Nous allons parler, comme toujours, de 4 sujets. On ira du côté des États-Unis où des voix se lèvent dans le camp du Parti démocrate pour demander le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle de novembre prochain. Nous parlerons aussi du Tchad, l'affaire des biens mal acquis, le président Mahamat Idriss Déby dans le viseur de la justice française. On va évoquer aussi, c'est aujourd'hui le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Et puis toujours aujourd'hui, c'est au Togo, Gabriel Messan Agbeome Kodjo, l'ancien Premier ministre, est conduit à sa dernière demeure dans son village natal de Tokli. 2 invités sur le plateau avec moi. Firmin Teko Agbo, qui est chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Face à vous, Yahweh Klonokuno, président du mouvement Temps de la jeunesse patriotique. Bonsoir Monsieur Nokono. Bonsoir à vous, Excellence Samuel, et à tous qui nous suivent un peu partout dans le monde. Et merci. À tous vos collaborateurs. Merci d'accepter aussi l'invitation de l'émission. On prend tout de suite la direction des États-Unis, dans le camp démocrate, après le débat raté face à Donald Trump. Il y a quelques jours, des voix se lèvent pour demander le retrait du président Joe Biden, candidat à sa propre succession pour la présidentielle de novembre prochain. Pas question de jeter l'éponge. Joe Biden a annoncé qu'il refusait de se retirer de la course présidentielle de 2024. Le président américain, donc je le disais, sous pression depuis sa mauvaise performance lors de ce débat. Mercredi, Biden avait rencontré 24 gouverneurs démocrates. Plusieurs ont déclaré après la réunion que le président était en bonne santé, alors que selon un sondage dans le camp démocrate, 1/3 des personnes consultées estiment que Biden serait trop âgé pour se représenter. Firmin Teko Agbo, lorsqu'on regarde Biden, il va entrer dans sa 82e année. Est-ce que son problème c'est l'âge ou simplement la santé? Non, moi je voudrais dire 2 choses. La première chose, ce n'est pas par rapport à l'âge. Son problème, ce n'est pas une question d'âge. Mais si les gens veulent le critiquer, moi je ne souhaiterais pas qu'on le critique par rapport à l'âge. Parce que vous savez, nous avons en Afrique de l'Ouest, et nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous avons en Afrique de l'Ouest Alassane Dramane Ouattara qui a aujourd'hui 82 ans. Même s'il n'est plus trop en forme comme il y a de cela plus de 14 ans ou plus de 13 ans, il est toujours en forme, il tient des réunions, il parle très bien. On a vu tous ces mouvements lors de la dernière CAN qu'il a organisé dans son pays. Donc Alassane Ouattara est plus âgé que Joe Biden. Donc ce n'est pas une question d'âge, même si on voit aujourd'hui aussi Paul Biya qui est au Cameroun, il est là, même s'il passe régulièrement une grande partie de son temps en Suisse, et il est bien en forme. Ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de santé. Joe Biden, santé mentale, parce que quand il parle, il se perd par moment, il a des difficultés pour pouvoir articuler. Donc on remarque que c'est une question de mental, c'est au niveau de sa santé, ce n'est pas une question d'âge. Mais pour gouverner, on a besoin du mental. On a besoin du mental, mais quand la personne elle-même dit qu'elle n'a aucun problème par rapport à toutes ses facultés mentales, qu'est-ce que vous voudriez? Mais ce que vous voyez, il a tenu le débat jusqu'à la fin, même si cela est arrivé par moment. Et je pense que c'est des critiques qu'on peut lui adresser. Normalement, avec cette situation, il pourrait, un homme beaucoup plus responsable, dans sa qualité de président américain, dire ok, bon, je suis fatigué, je ne vais plus me représenter. Mais c'est une question de défi par rapport à Donald Trump. Vous savez, il a humilié entre guillemets Donald Trump en 2000, il y a de cela 4 ans, en 2019, c'est ça, ou non, en 2020. Donc laisser le champ libre à Donald Trump aujourd'hui, je pense que c'est une question qui lui est un peu difficile. Peut-être ça aurait été un autre candidat, il aurait laissé la place. Et puis comme c'est Donald Trump avec ses agitations et ses menaces, un homme qui ne se contrôle pratiquement pas, il se dit non, je ne peux pas laisser l'Amérique au maître de cet homme-là. N'oubliez pas, il y a une question aussi là-bas à ce niveau, il y a la question d'establishment. Ce sont cet establishment-là qui a dégommé Donald Trump pour placer Joe Biden à la place. Donc dans cette situation, je me dis, du moment où l'establishment ne lui a pas encore dit non, il a encore la possibilité de se représenter. Mais sauf que, est-ce qu'on peut, cette question-là, deuxième chose, est-ce que, si on peut se poser cette question-là, est-ce que Joe Biden à la Maison-Blanche peut encore faire 4 ans? C'est beaucoup.
4 ans. Donc 4 plus 2024, ça va faire 2028. Est-ce qu'il peut tenir comme président des États-Unis encore pendant 4 ans? C'est là où la question se pose fondamentalement. Il y a le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui a déclaré que Donald Trump est qualifié, Joe Biden est qualifié pour être président. Il le fait depuis 3 ans et demi dans des circonstances difficiles, tout en reconnaissant que la performance qu'il a eue face à Donald Trump il y a quelques jours lors du débat était une piètre performance. Mais c'est cela qui relance le débat aujourd'hui, parce que dire qu'il a raté son débat, c'est peut-être même être un peu gentil. Il était complètement ailleurs, les yeux hagards, il se perdait, il cherchait ses mots. Quand on a quelqu'un comme ça, tout le monde comprend qu'il n'est pas en très bonne santé. Mais écoutez, lui-même, il a justifié en évoquant ses voyages qu'il a entrepris récemment en Europe. Il a justifié comme quoi ce sont ces déplacements qui ont agi sur sa capacité physique, et c'est ce qui a fait qu'il ait eu des moments d'égarement au cours de ce débat. Pour parler également de l'âge, il faut aussi tenir compte de ce que Donald Trump, s'il faut voir son parcours politique. Joe Biden. Joe Biden, son parcours politique, c'est quelqu'un qui a toujours été un bosseur. Joe Biden, il a été un grand bosseur, et donc les énergies déployées tout au long de son parcours politique aussi impactent sur son physique, et je crois que s'il n'accepte pas jeter l'éponge, et ce qui m'étonne également un peu des Blancs, parce que généralement les Blancs ils ne se comportent pas comme nous les Africains, qui nous accrochons coûte que coûte, même si il y a des failles, on ne veut pas s'en rendre compte, on veut toujours baisser, fermer les yeux, foncer droit dans le mur. Ça m'étonne un peu. Mais je crois, moi, pour ma part, je pense que ce sont les enjeux surtout les enjeux par rapport à l'Ukraine. Et c'est tout ça qui fait que Joe Biden, il s'entête, il s'efforce. Mais, comme l'a dit mon co-débatteur Fumet tout à l'heure, il parle des établissements qui sont ceux-là qui tiennent les ficelles. Le dernier mot. Si eux, aujourd'hui, ils disent non, il faudrait que Joe Biden jette l'éponge, je pense que ça serait ainsi. On attend de voir. Mais au regard de ce que déjà, même il n'y a pas que au cours de ces débats, moi, j'ai remarqué certaines choses, même lors de son voyage en France. Avec Macron, j'ai remarqué des petits gestes que Macron, j'ai vu des mimiques au visage de Macron. Il y a des choses qui n'ont pas été de façon directe, visible, mais quand vous observez avec pertinence, vous pourrez remarquer que il y a toujours ça ne va pas. Alors donc et nous attendons de voir de toute façon. Vous pensez que le dernier mot lui appartient, s'agissant du retrait? Non, le dernier mot lui appartient. Je pense que ce sont les établissements dont a évoqué Fémin tout à l'heure, surtout. Donc il n'est finalement pas maître de son destin? Non, est-ce que c'est une question de destin? Ce n'est pas son destin en lui, parce que il n'est que candidat, il incarne les démocrates, et incarnant les démocrates, ce n'est pas que la personne de Joe Biden. Même quand on parle de Donald Trump, ce n'est pas que lui, sa personne. Ils sont des candidats, mais ils incarnent des entités. Donc ce n'est pas comme chez nous, où un candidat d'un parti peut se lancer dans une élection où on peut parler de son destin. Non, ce n'est pas la même chose, monsieur Samuel. Et aussi également, on ne peut pas non plus aussi comparer, que ce soit tel que l'a fait mon co-débatteur filmé tout à l'heure, Alassane Ouattara ou Paul Biya à un président des États-Unis. C'est-à-dire que c'est comme le jour et la nuit. Un président des États-Unis, quelqu'un qui contrôle le monde, imaginez tous les dossiers qu'il a à gérer.
comparé à un pauvre pays d'Afrique, un pays comme Côte d'Ivoire, où on n'a même pas une grande influence dans notre petite sous-région, jusqu'à parler de continent et parler encore de qu'on ne peut même pas comparer. C'est deux choses incomparables. On peut pas comparer Joe Biden, les responsabilités, la charge qui incombe un président américain par rapport à un simple président camerounais ou ivoirien. Non, la comparaison n'a même pas de raison d'être. Même pas. Alors donc Joe Biden, comme je l'ai dit, ça m'étonne un peu venant d'un blanc qui ne veut pas se faire la réalité. Et puis je me rappelle encore il a fallu juste un sondage par rapport à François Hollande et que les populations ne sont pas satisfaites de sa gouvernance, et puis tout tranquillement, humblement, dans un élan patriotique, parce que ce sont des gens qui ne sont pas dans la confusion du tout. Ils ne confondent pas, eux, leur intérêt personnel, leur personne, leur entendement à leur pays. Pour eux, leur pays est au-dessus de tout, de leur personne. Même que tu sois président, le pays est au-dessus de toi. C'est-à-dire, bref, ce sont des gens qui fonctionnent, qui évoluent, qui se construisent autour d'un idéal. Et cet idéal qui échappe toujours à nous, les Africains, et nous demeurons, nous éternisons dans nos manières, etc. Bon, donc, voilà. Affirmé. Non, pour quand il parle de François Hollande, mais je voudrais le contredire sur ce point, parce que François Hollande a pris la décision le 1er décembre 2016, mais après, il a regretté dans son livre. Il a finalement compris qu'il a été manipulé. Les leçons du pouvoir. Les leçons du pouvoir. Il a été manipulé parce que c'est encore les lobbies, cet establishment-là qui a voulu détruire la gauche et la droite pour positionner Macron. Donc, il aurait eu toutes les informations. Il n'aurait jamais renoncé à se positionner pour la présidentielle de 2017. Maintenant, je voudrais ajouter aussi deux petites choses. Vous savez, bien sûr, pendant longtemps, on a pris les présidents américains comme des dieux. Mais au finish, moi, je comprends que le président américain, en réalité, c'est à l'international qu'il représente quelque chose. Oui, en fait, il est plus le président de l'international que du national. C'est le gouverneur qui gère les États. Il défend les intérêts de la fédération. De la fédération, c'est ce que moi j'ai finalement compris. En réalité, le président américain, il n'a aucun pouvoir pratiquement. Il n'est pas puissant. Il n'est pas puissant. Il y a les lobbies qui sont plus puissants que lui. C'est ce que peut-être Kennedy n'a pas compris. Kennedy, finalement, si on le ressuscitait aujourd'hui, il vous dirait qu'en réalité, la CIA et les lobbies étaient plus puissants que lui. Parce que lui, il croyait qu'il pouvait changer un certain nombre de choses. Il pouvait agir jusqu'à Cuba. Il pouvait déranger un peu les lobbies, ceux qui vendaient l'alcool, ceux qui étaient dans les filles et autres, la CIA. Mais finalement, toutes ces entités ont eu raison de lui et on l'a dégommé tout de suite. Donc j'ai compris que le président américain, il n'est que coordonnateur des actions des gouverneurs. Sinon, au finish, il n'est pas puissant. Il y a l'armée qui est plus puissante que lui. C'est ce qu'on a démontré aussi à Donald Trump quand il est arrivé au pouvoir. Donc il y a toutes les décisions qu'il a eu à prendre par rapport à l'armée, il a consulté l'armée et c'est l'armée qui lui a dicté un certain nombre de choses. Mais n'oubliez pas l'autre cas aussi récent, c'est de Barack Obama qui a voulu fermer Guantanamo, un camp de torture. Mais il a fait 8 ans, 2 mandats aux États-Unis, il n'a pu broncher par rapport à Guantanamo. C'est extraordinaire. Moi, c'est pour dire, en réalité, c'est avant que moi je défiais un peu les présidents américains. Mais les présidents américains, ils ne sont que coordonnateurs des actions du gouverneur. Et puis aussi, dans cet esprit-là, l'establishment pourrait accepter garder Joe Biden. Puisque en réalité, il ne contrôle pas grand-chose. Il vient juste, il appose sa signature. Et aussi, l'establishment a aujourd'hui intérêt à ce que Joe Biden soit là, parce qu'il y a la guerre d'Ukraine qui va rapporter assez de milliards. Ce qu'on donne comme don, ou ce qu'on annonce comme don à l'Ukraine, mais attendez, c'est une société qui est là. Ça peut tourner des sociétés de vente d'armes, de fabrication de vente d'armes, et qui sont derrière ça. C'est cet establishment-là. Donc, il est là, on le manipule, il joue bien son rôle. Et derrière, il y a d'autres qui s'empochent. C'est la même chose aussi avec George Bush lorsqu'il était là. Une grande société de fabrication de production d'armes appartenait à la famille Bush. Oui, les Condoleezza Rice, avec toutes ces informations, et elle faisait partie de ces structures de vente d'armes. Donc, tous les contrats qui devaient revenir à des sociétés, c'était la société Bush qui avait une grande partie, qui avait un grand contrat, de grands contrats avec l'État américain par rapport à la guerre d'Irak. C'est la même chose aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine. Donc, c'est une question de milliards. Et comme Joe Biden, le président américain, n'est pas tellement puissant que c'est l'establishment qui lui donne des ordres, donc on lui dit, on va dire
dire, bon, pour le moment, tu ne nous déranges pas, tu restes là, tu joues le rôle de manipuler et nous, on va te manipuler. Bon, moi, je pense que c'est trop dit la manière dont mon frère Firmin vient de peindre le rôle du président américain. Bon, je serais tout à fait d'accord si mon frère Firmin était au cœur du pouvoir américain. Mais malheureusement, nous sommes ici qu'à Lomé. Donc, c'est trop dire pour moi. Alors, donc, pour ajouter que, quoi qu'il en soit, les enjeux, eux-mêmes, ils maîtrisent mieux les enjeux. Il y en a tellement qui ne disent pas leur nom. Alors donc, si Joe Biden, malgré tout ce qu'on remarque sur lui, il est toujours maintenu et on s'interroge si, éventuellement, s'il est réélu, est-ce qu'il pourra tenir? Oui. Bon, donc, on alors, je vais juste rappeler ce que c'est le New York. Mais pour clôturer, si vous permettez, pour clôturer, cela ne fait pas qu'il faut comparer un pays africain. Non, on est aux États-Unis. Donc, je veux rappeler ce que disait le New York Times, qui disait que Biden aurait confié à ses proches alliés qu'il n'avait que quelques jours pour convaincre les électeurs et son parti de sa capacité à exercer ses fonctions. Ça veut dire, lui-même, il sait que il ne convainc pas pour le moment. Mais bien évidemment, puisqu'il a déjà commencé par se justifier en évoquant les voyages qu'il a... Quand il parle de voyage, qu'est-ce qu'on va dire d'Anthony Blinken, qui voyage plus que lui, mais qui n'est jamais perturbé? Bon, ben, Anthony Blinken et Joe Biden, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes responsabilités, hein, vous comprenez. Donc, on attend de voir parce que Joe Biden, c'est vrai que il lui faut encore du lobbying pour convaincre les militants, hein, les partisans, etc. Et il y est, puisque nous avons vu que même hier encore, il est reparti encore en campagne. Oui, donc il a intérêt. Et aussi, vous savez, les enjeux aussi sont tels que il n'y a pas que l'Amérique, hein. Même en Europe, les gens prient pour que ce soit Joe Biden toujours qui passe. Oui. Hein, mais bon, Donald Trump est imprévisible, disent-ils. Hein. Oui, aujourd'hui, disons qu'il y a, c'est un défi parce que il y a d'un côté, il y en a également qui souhaitent que ce soit Donald Trump qui revienne, avec également ses conséquences. Et comme vous venez de le dire, Donald Trump aussi, quelqu'un qui est imprévisible, il peut venir et puis surprendre tout le monde, continuer également à soutenir l'Ukraine, et où il peut aussi venir et puis proposer d'autres alternatives, toujours dans l'intérêt de l'Amérique, toujours, ça c'est clair. Si Donald Trump ne trouve pas d'intérêt à ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'arrête, il n'évoquera pas, il n'ira pas à l'encontre de tout ce que Joe Biden a entrepris. S'il n'y trouve pas d'intérêt direct, et surtout pour l'Amérique, ah non, il ne s'efforcera pas pour que la guerre s'arrête, ça c'est clair. Alors maintenant, toujours est-il que, vous savez, nous ne sommes que des observateurs et nous n'évoquerons que des approches, hein, d'analyse, hein, et donc la réalité est que nous observons et ce qui nous serait servi, et bon, on fera avec, hein. Donc Joe Biden, il a un défi actuellement, c'est de rassurer, hein, les militants, c'est de rassurer les partisans, et je crois que il y a intérêt. Et moi non plus, je pense également que si jusque-là, parce que j'ai entendu des commentaires sur Kamala Harris, et il y a Joe Biden même, Donald Trump qui l'a même dénigré un peu, dire que non, Kamala ne tient pas, qu'elle ne peut pas, et je ne sais pas si c'est ce qui fait également que Joe Biden n'est pas remplacé, parce que s'il doit jeter l'éponge, donc automatiquement c'est la vice-présidente qui prend. Oui, mais à la tête s'il démissionne en tant que président, mais en poste de candidat, on peut trouver une autre personne. Ah bon, donc là, dans ce cas, il faudra refaire les primaires, etc. Or, ils n'ont plus le temps. Oui, c'est justement ce que beaucoup disent. Dans l'éventualité où il faut le remplacer, il faut le débrancher, il y a le timing qui joue aujourd'hui. Les élections ont lieu en novembre. Nous sommes en juillet. Ça va être compliqué. Véritablement compliqué. Mais pas impossible non plus. Non, pas impossible. C'est, bon, vous avez touché un point tout à l'heure. Il faudra du temps
pour pouvoir rassurer, à faire assez de com politique pour pouvoir avoir plus d'électeurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va sortir qui, par exemple, pas du gouverneur de la Californie, pas du gouverneur de la Californie. Bon, il faudra assez de temps aussi pour pouvoir convaincre Joe Biden. Il est candidat, il est président et candidat depuis plus de 3 ans. Donc, il n'a pas de problème à ce niveau. Trump, lui, a commencé sa campagne depuis qu'il est parti de la Maison-Blanche. Donc, celui-là qui va venir, donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir assez de chance pour pouvoir rempiler en novembre. Quand vous avez un tiers des militants qui demandent votre départ, je cite même les propos d'un militant, il dit « Je ne pense pas que Joe Biden soit la meilleure personne pour se présenter à cette élection », ça craint aussi. Oui, ça craint. Lui-même le sait. Lui-même le sait. Ce qu'il est tenu. Vous savez, le problème, moi je me dis que si ça aurait été un autre adversaire, Donald Trump, peut-être Joe Biden aurait démissionné. Parce que quand Donald Trump est arrivé, il a dit non à tout le monde. Or, c'est l'Amérique qui contrôle le monde. Le monde est à l'ouest. C'est l'Amérique qui assure la sécurité de l'Europe. C'est l'Amérique qui met sur écoute tous les chefs d'État ou premiers ministres de l'Europe. Donc, l'Amérique contrôle le monde. Avec l'OTAN, vous savez, on dit souvent que ce que les États-Unis dépensent en termes de renseignement en un an, c'est ce que toute l'Europe dépense en 10 ans. Quand Donald Trump est arrivé, il se dit, mais les Européens, tout ça là, moi, je me fous de vous. Je me tourne vers le gars de la Corée du Nord. Donc, lui, il est venu semer de la pagaille politique, entre guillemets. Et donc, ça n'a pas vraiment plu aux véritables Américains. À l'establishment, ce qu'on fait avec l'Europe, en contrôlant le monde, avec la CIA qui étend sa juridiction partout dans le monde, on se dit, mais celui qui peut mieux faire l'affaire, c'est un gars qui aime vraiment les États-Unis, qui est de l'establishment, qui comprend les contrats internationaux. Donc c'est pour cela fait, le problème fondamental, ce n'est pas Joe Biden, mais c'est Donald Trump. Si on positionne aujourd'hui un autre candidat, à part Joe Biden, je pense que ça ne va pas tenir, il va véritablement échouer face à Donald Trump. Kamala Harris, elle n'est pas connue. Elle n'est pas du tout populaire dans son... Elle n'est pas du tout populaire. Encore que c'est une dame. Vous savez, les États-Unis, moi j'ai l'habitude de dire que c'est des gars qui prêtent ses mains sur la Bible. C'est extraordinaire, ils prêtent ses mains sur la Bible. Aux États-Unis, la question de Dieu, de la Bible, est fondamentale. Même si c'est un pays laïque. Mais la Bible ne s'oppose pas aux femmes. Non, c'est-à-dire les États-Unis confier la destinée des États-Unis aux femmes. Moi, je pense que les États-Unis ne sont pas encore prêts pour ça. C'est pour ça, bon, une femme vice-présidente. Clinton avait tenté. Ça n'a pas marché. Oui. Regardez, même au niveau des primaires démocrates, c'était face à Barack Obama. Obama était noir, difficilement, on ne pouvait pas l'accepter. Mais comme c'était une dame, on dit non, il faut voter pour Barack Obama et on le sort comme candidat des démocrates. Et Hillary Clinton vient encore face à Donald Trump. Donald Trump, pagaille politique, qui sème du désordre partout. Une dame, bon, le moindre mal, c'est Donald Trump face à une femme. Donc aujourd'hui encore, si on positionnait Kamala Harris, mais encore que c'est une noire, on venait d'avoir l'expérience du noir. Maintenant, si on peut avoir aujourd'hui l'expérience d'une noire à la Maison Blanche, c'est aussi difficile pour les Américains, une équation difficile à résoudre pour les Américains. Ça veut dire que les Américains n'ont pas encore exorcisé leur fantôme. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire les Américains, le racisme est partout. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas. Kamala Harris, vous savez, c'est pas on dit métis et tout ça. Chez les États-Unis, aux États-Unis. Les Jamaïcaines. Vous imaginez, aux États-Unis, soit tu es blanc, soit tu es noir. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc, Kamala Harris, ça va lui être un peu difficile aussi. Non, vous savez, moi, je ne vois pas les choses en termes de... Bon, que les États-Unis n'ont pas exorcisé encore leur fantôme. Moi, je ne vois pas. Et je ne vois pas sur cet angle-là. Mais au contraire, vous savez, aujourd'hui, les enjeux auxquels font face les États-Unis dans ce monde aujourd'hui sont plus coriaces qu'il y a encore une décennie plus tôt. Et donc, ces enjeux-là font que les États-Unis sont dans une autre posture, dans une autre allure aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que tellement de choses jouent en défaveur de la dame, la vice-présidente. Et non seulement le dossier Russie-Ukraine, mais il y a la Chine, il y a d'autres dossiers brûlants. Et aujourd'hui également, quand vous écoutez aussi les Européens, où ils tiennent aussi des discours genre ils veulent se libérer de l'Amérique, etc. Et donc quand vous voyez encore en Afrique, etc., les Africains aussi
qui court se prosterner à la Russie, à Poutine. Bon, donc il y a tellement d'enjeux qui font que actuellement les États-Unis ils sont dans une autre position carrément. Et donc bon, maintenant c'est que c'est Donald Trump et quelqu'un qui semble pas clair, pour ne pas dire flou, et qui ne rassure pas vraiment. Bon, sauf des citoyens américains, je ne vais pas dire naïfs, qui, fanatiques, qui courent derrière lui. Mais si vous observez bien, il a plus de 70 millions de supporters. Bon, si vous observez bien, même dans le camp républicain, en réalité, Donald Trump ne fait pas autant l'unanimité. Mais seulement que, bon, il a été plébiscité en tant que candidat, d'accord, mais regardez comment cette dame-là n'a pas baissé les bras contre lui. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, si cette dame était un homme, les enjeux, les choses se seraient passées autrement. Mais malheureusement, elle aussi, c'est une femme. Et donc, une femme à la Maison-Blanche, peut-être que les États-Unis ne sont pas encore prêts. Autant pour Kamala, pas forcément que Kamala, parce que c'est une noire américaine, non. Mais le fait qu'elle soit femme, et cette dame aussi qui s'est dressée contre Donald Trump aussi, qu'elle soit, si elle était un homme, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Alors donc, il y a les États-Unis font face également à des enjeux. Parce que ils ont fait une expérience avec Trump, et avec Trump au cours de son mandat, et donc tellement de choses ont été bousculées, et c'est ce qui a fait que c'est tout ça qui a réconforté la Russie également, qui l'a mené dans sa posture de conquérant, d'invention. Alors donc du coup ils sont très méticuleux, et ils sont très, je crois que si ils maintiennent Joe Biden, c'est parce que certainement il y a des stratégies, il y a des mécanismes qui sont prévus, qui seront déployés pour répondre aux exigences de l'heure. On va passer au second sujet, c'est le Tchad. Donc on revient sur le continent africain pour évoquer le dossier des biens mal acquis. Mahamat Idriss Déby est ciblé par la justice, le parquet national financier, pour des soupçons de détournement de fonds publics et recel, après Théodoro Obiang-Nguema en Guinée équatoriale, les Bongo au Gabon et Sassou Nguesso au Congo-Brazza. Eh bien, c'est désormais le président du Tchad, Idriss Déby, qui est visé. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet financier français en janvier pour détournement de fonds publics concernant les dépenses vestimentaires de la présidence de la République du Tchad, Mahamat Idriss Déby. L'information a été communiquée le 2 juillet dernier. Beaucoup espèrent que cette enquête va aboutir. Alors, qu'est-ce qu'on reproche? C'est le journal français Mediapart qui a d'abord tiré la sonnette d'alarme en écrivant que les investigations ont été lancées qui faisaient état de ce que 900 000 euros ont été dépensés à Paris par Idriss Déby en costume, chemise et autres vêtements de luxe grâce à des versements reçus d'une société tchadienne via une banque. Question simple, Firmin Teko, qu'est-ce qu'ils ont tous ces dirigeants à aller dépenser de l'argent en Occident pour se faire attraper après? Non, c'est que nous sommes toujours impressionnés. Ça, c'est la question est très simple. Nous sommes toujours impressionnés par l'Occident, c'est tout. On a beau être dirigeant, on a beau être président de la République, on adore porter des vestes françaises, des chemises françaises, Pierre Clarence, on comprend de Louis Vuitton et tout ça. Donc on a des choses qu'on adore et que les ministres africaines adorent aussi. Donc la France, l'Occident, c'est toujours du beau pour les Africains. Donc du moment où on n'a pas ces structures ici, ces sociétés ici, ces sociétés prestigieuses ici, et qu'on refuse, qu'on s'interdit même d'investir pour construire de telles sociétés. Donc on se dit, bon, quand on a de l'argent, on veut mieux aller là. Et donc quand on porte cela, bon, on est tellement fiers, on se dit, oui, c'est en France, moi je me suis payé cette cravate de 5 millions, cette ceinture de 2 millions, ce foulard peut-être de 800 000, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, c'est un problème que nous avons, que nous traînons. Ça ne devrait pas être le cas. Il suffit juste d'investir fondamentalement en Afrique.
d'Afrique, investit dans de grosses industries, construit de grandes maisons de couture, comme les pieds carrants, les grandes maisons de fabrication de chaussures, de fabrication de production de chaussures, de grandes maisons de production ou de couture de vestes. Je pense que tous ces sous-là, on les investirait ici. Quand nous sortons de l'argent pour aller nous payer des choses en France, en Occident, c'est l'Occident que nous enrichissons. C'est tout simple. Quand, par exemple, à la fin de chaque année, ici, par exemple, au Togo, dans la plupart des pays francophones d'Afrique, chaque État envoie à la fin de chaque année, après juin, après les résultats du bac, tous ceux-là qui ont fait le système français au Togo, par exemple, des écoles qui sont aujourd'hui à part le lycée français et d'autres, chaque État envoie presque près de 500 jeunes bacheliers en France. Je reprends, chaque État francophone envoie près de 500 jeunes bacheliers en France chaque année. C'est-à-dire les jeunes qui ont fait peut-être le lycée français, Lumière et autres, quand on les rassemble, ceux-là qui ne voudraient plus poursuivre les études ici, après le bac, ils ont passé le bac français et ils vont poursuivre les études. Et maintenant, chaque enfant doit avoir 5 millions sur son compte. 5 millions fois 500, ça vous fait 2 milliards 500 millions. 2 milliards 500 millions. Maintenant, quand on parle du billet d'avion, ces enfants voyagent pendant la grande saison 800 millions, 1 million. Bon, on prend le million, on prend 1 million. 1 million fois 500, ça fait 500 millions. Donc ça veut dire, dans presque tous les pays francophones d'Afrique, on envoie de ces pays-là à la France près de 3 milliards de francs CFA. Bon, vous multipliez 3 milliards fois 50. 3 milliards fois 50, c'est ce que la France reçoit gratuitement sans qu'elle ne le demande. Alors qu'on peut construire de grandes universités ici. Et regardez, quand l'enfant va là-bas, il fait 5 ans. Donc ces enfants-là s'inscrivent dans des universités qui coûtent 4 à 8 000 euros. Les universités privées sont un peu plus chères, mais 4 à 8 000 euros. Et c'est sous la quitte l'Afrique. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas seulement une question d'Idriss Déby, mais c'est des réalités que nous vivons tous les jours. La France n'oblige aucun enfant à venir étudier chez lui, chez elle. Mais c'est nous qui le faisons. C'est parce que nous manquons de structure et nous n'avons pas confiance en nos structures. La plupart des ministres africains ont les enfants en Europe, en France. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas confiance. Nous dirigeons des ministères avec des structures. Nous n'avons pas confiance en nos ministères. Nous n'avons pas confiance en nos écoles. Donc c'est un problème que nous avons. C'est parce que nous ne voulons pas réfléchir pour nous dire en réalité, c'est la colonisation qui continue sous d'autres formes. C'est nous-mêmes qui nous laissons aujourd'hui nous coloniser. Le blanc, je dis maintenant le blanc, je ne veux pas dire l'occidental, mais le blanc ne nous oblige pas à lui envoyer de l'argent chaque année. Vous vous imaginez? Donc je me dis qu'en réalité, ce qu'on dit par rapport à Idriss Déby, c'est ce que nous faisons presque tous les jours. Par exemple, quand vous voyez dans les grandes maisons des ministres africains, des ministres, premiers ministres africains, vous voyez, vous allez dans leur cave à vin, des champagnes, vous voyez leur frigo, la pomme fruit française, vous voyez les raisins, ça vient d'où? Ça vient de la France. On enrichit l'Occident. Et c'est des choses que nous n'analysons pas fondamentalement. Nous enrichissons l'Occident gratuitement. Et après on dit non, que c'est la France qui nous triche. La France ne nous a jamais obligés à envoyer nos enfants chez elle pour pouvoir étudier. D'accord. Yaonokono, vous pensez que cette affaire de vêtements qui a été achetée, parce que il faut rappeler que le président Déby avait écrit un livre intitulé De Bédouin à président, et dans ce livre il a assuré ne pas être adepte de costumes, mais là c'est une affaire de costumes qui le rattrape depuis qu'il est là. Je ne l'ai pas vu plus de 3 fois en costume. Est-ce que tout ça vous paraît crédible? Monsieur Samuel, vous savez quoi? La meilleure manière pour nous Africains, ou nos présidents africains, de se voir, de chercher à être plus malins, plus rusés, plus intelligents que les Occidentaux, que les Blancs, c'est d'aimer leur pays. La meilleure manière de se montrer, de vouloir se montrer plus malin que les Occidentaux, c'est d'avoir l'esprit d'acceptation mutuelle, d'aimer vos compatriotes, d'accepter vos compatriotes, de vous voir au travers de vos frères. C'est ça la meilleure manière. Et c'est là, le patriotisme, l'esprit républicain nous impose quoi? Nous impose la reddition des comptes, déclaration des biens, la bonne gouvernance. Alors si tout ça là vous échappe, si vous accédez à la tête de vos pays par opportunisme, par arrivisme, alors est-ce que vous aurez conscience de ce qu'est cet esprit patriotique? Est-ce que vous aurez conscience de ce qu'est cet esprit d'acceptation mutuelle? Vous pensez que le président... bien sûr, absolument. Il y a vraiment le lien. Vous venez d'évoquer un ouvrage qu'il a écrit. Oui. Et aujourd'hui, ceci vient le contredire. Vient de montrer que c'est de la farce. Oui, mais pourquoi doit-on faire confiance à ces révélations de Mediapart
plutôt qu'au président qui a dit qu'il n'était pas adepte de ce genre de choses. Monsieur Samuel, vous savez, l'ouvrage de ce président, ce n'est pas des paroles religieuses. Vous comprenez? C'est pareil pour le journal également. C'est porté à un sujet à caution. Ah oui, mais au même moment, vous savez, il y a certains journaux en Occident, on ne peut pas, d'abord même, vous êtes journaliste, vous connaissez votre rôle, vous connaissez vos prérogatives. Non seulement, les journalistes ont un certain parallélisme avec les agents de sécurité, parce que vous êtes également du renseignement. Les journalistes font des investigations. Les journalistes sont dans des... C'est pourquoi quand je vois les journalistes, le niveau, ce qu'ils incarnent, leur importance en Occident, et je vois nos journalistes chez nous ici, ça m'écoeure, j'ai de la peine. C'est comme s'il y a tellement de choses qui nous échappent encore. Et c'est nous qui voulons nous glorifier, c'est nous qui voulons nous applaudir, de quoi je ne sais au juste. Regardez, prenez les journalistes en Occident, surtout aux États-Unis, même partout, ce qui s'incarne, leur importance. Et quand vous voyez les journalistes chez nous ici, même encore comment ils sont traités, je me demande où est-ce que nous cherchons même à aller au juste. Alors donc, Mediapart, c'est des gens qui, les informations, les révélations qu'ils font, ce n'est pas la légère, ce n'est pas de la comédie, parce qu'ils ont tous les éléments qui étayent, qui prouvent. Vous comprenez, monsieur Samuel? Alors donc, moi, comme pour dire quoi? Comme pour dire que et si tout ceci, vous avez vu d'abord l'avènement de monsieur Déby à la tête du Tchad. On a vu comment est-ce qu'il a été installé en grand pompe par le tout-puissant Macron, le président français. Et après, nous avons vu comment Idriss Déby qui se tourne vers la Poutine et récemment encore, il y a des contrats dont on a eu écho qui se font signer avec etc. Bon, donc, quand peut-être c'est en cela je dis que si tu veux jouer au malin que l'autre, il va te prouver que moi j'étais les blancs. Il ne faut pas il faut vraiment être naïf pour croire à certaines manœuvres qu'on peut entreprendre contre eux, parce que eux, ils ont, à moins que vous soyez intègre. C'est en cela je dis que la meilleure manière de se voir malin, plus intelligent et rusé que le blanc, c'est d'incarner un certain patriotisme, une certaine intégrité. Mais sans cela, mon frère, ils vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Un point qui me paraît important, c'est quand ce genre d'affaires tombe ou sont révélées, beaucoup disent que il faut aller plutôt chercher ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'essaye pas de trouver j'ai envie de dire, de faire comprendre quelque chose à Idriss Déby en sortant ce genre de dossier? Oui, moi, simplement, c'est une manipulation. Ce n'est pas un problème du genre. Vous savez, on est tellement habitué avec ces pratiques de l'Occident. Quand l'Occident ne veut plus trop de vous, il se sert des médias pour vous déstabiliser. On connaît tout ça. Vous savez, c'est ce qui a fait tomber François Fillon. C'est une question de veste. Vous savez, il était en bonne position pour la présidentielle 2017. Mais on a sorti son dossier là. Tout d'abord, Penelope Gates. Et après, on dit que non, c'est un homme corrompu. Sa femme était son assistante, mais ne travaillait pas rester à la maison. Mais elle bouffait l'argent public. Est-ce que c'est faux? Non, je n'ai pas dit que c'est faux, monsieur Lukunu. Je n'ai pas dit que c'est faux. Moi, je dis en réalité. Moi, je parle politique, en fait. Ce n'est pas faux, en fait. Ce sont des calomnies. Non, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais quand on sort ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose derrière. Oui, par exemple, une seconde. François Fillon, après, on nous dit que quelqu'un lui a offert une veste un peu coûteuse. Que nous, en réalité, en tant que catholique, ne devrait pas accepter ça. N'oubliez pas que François Fillon est catholique et il priait plus de 6 fois par jour. La France est à plus de 60% catholique. Donc, quand on dit toi catholique, fervent catholique, tu reçois des choses comme ça, des dons comme ça, et sans que tu n'en parles, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas sérieux politiquement. Donc, on sort, les médias, les journaux sont mis en contribution et on la détruit comme cela. Regardez ce même média, parce qu'arrivé à un moment donné, il y a des lobbies qui travaillaient en France. On voulait dézinguer Sarkozy pour faire venir Hollande et après Emmanuel Macron. Donc on s'est servi de Mediapart pour sortir cette histoire de Kadhafi avec financement illégal de sa campagne, qui sont peut-être des informations vraies, mais juste quand on commence comme ça, c'est parce qu'il y a un objectif à atteindre, on veut te dézinguer. Et aussi, quand on le fait avec les Africains,
je voudrais parler de Idriss Déby. Le jeune Déby, il a un problème ces derniers temps. C'est parce qu'aujourd'hui, il veut se tourner un peu vers la Russie. Il ne dit pas non à la France. Il a essayé de légaliser sa situation. Il a organisé les élections. Juste pour moi, je lui dis bravo. Parce que je lui dis bravo. En réalité, il a fait un coup d'État. Bon, on le lui a reproché. Mais en réalité, il se dit d'accord, on va faire les élections. Il est allé aux élections et il les a gagnées. Alors, bravo et félicitations à lui à ce niveau. Maintenant, ce problème, c'est quoi? Il veut se tourner un peu vers la Russie. Et bien, la France est mécontente. La France est mécontente. Moi, j'ai un ami qui discute règlement avec le gouvernement tchadien, et l'ami me dit que ce n'est pas fameux ce qui se passe, parce que le fait que le jeune Déby ait fait le choix de se tourner un peu vers la Russie, ça ne plaît pas trop à la France, parce que la France ne voudrait pas vivre la même chose qu'elle est en train de vivre avec les 3 pays de l'AES dont nous allons parler tout à l'heure. Donc il y a ça aussi. Cela arrive souvent. Regardez ce qui s'est passé avec Kadhafi. Mais ce sont les médias français qui l'ont dézingué. Ce sont les médias français, les diplomates français qui ont dézingué Kadhafi. Moi, je dis, il y a eu tellement de la manipulation. Moi, je vais juste donner un petit exemple. On nous a toujours dit que ce sont je pense que je vous ai dit ça ici, que ce sont les Libyens étaient sortis pour faire partie Kadhafi. C'était faux. Les Libyens ne sont jamais sortis pour faire partie Kadhafi. Quand la révolution a commencé en Tunisie, nous sommes en 96. Kadhafi avait fait arrêter des avocats, des infirmiers, des intellectuels pour leurs opinions politiques. Et ces gars, à l'époque, n'arrivaient pas à exprimer en réalité leur mécontentement. Ils s'étaient fâchés et il y avait eu assez de brouhaha dans cette prison de Benghazi en 1996. Kadhafi a demandé à ce qu'on les tue et beaucoup ont été tués. Donc quand la révolution a commencé, le printemps arabe a commencé en Tunisie le 17 décembre avec l'immolation du jeune, mais les parents de ces victimes-là, qui ont été tués en 1996, sont sortis à Benghazi pour demander que lumière soit faite par rapport à l'assassinat de leurs proches parents. Ils n'étaient pas sortis pour faire partie de Kadhafi. Mais la deuxième chose que France 24... Mais ils sont des Libyens. Ils sont des Libyens. Ce sont des Libyens. Ils sont des Libyens. Ce sont des Libyens. Oui, mais deuxième chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parallèlement, il y avait la DGSE, le service de renseignement français, qui travaillait avec les rebelles libyens, qui ont profité de l'affaire, et la DGSE qui leur a proposé des choses. Les documents sont là, les courriers sont là, qui leur a proposé des choses pour dire, ok, on va vous aider. Et après, les rebelles libyens, parallèlement, envoient des courriers à la DGSE pour leur dire, si vous nous aidez à faire partie de Kadhafi, donc nous vous offrons 30% de notre exploitation du pétrole. Mais France 24, ni RFI, ni Mediapart ne nous en avaient jamais parlé. Et parallèlement, sur France 24, on disait que Kadhafi c'était un dictateur, c'était un sanguinaire. Pour dire qu'en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est parce qu'on est en train juste de lancer un petit signal à l'endroit du jeune Déby pour lui dire, fais attention, reviens à la carte de départ, dis non à la Russie, ne fais pas comme l'AES. Vous croyez que les choses pour lesquelles ces informations sortent aujourd'hui sont à chercher ailleurs également? Non, moi je ne pense pas. Parce que moi, je crois que pour quelqu'un, un citoyen qui aspire à diriger un pays, il y a des normes auxquelles il faut répondre. L'intégrité et respecter... Oui, parce que quand vous prenez l'affaire, on parle de 900 000 euros. C'est beaucoup d'argent. Ben oui. En CFA, le Tchad utilise le CFA, c'est beaucoup d'argent. C'est que Mahamat Idriss Déby doit être vraiment un grand amateur de costumes. Mais on ne l'a pas vu plus de 2 fois en costume. Il aime ses boubous avec lesquels il se promène. Je crois qu'il était en costume quand il est parti en France. À part cela, on ne l'a pas trop vu en costume. Monsieur Samuel, alors donc vous voulez estimer il les achète pour ses armoires. Vous voulez estimer que c'est faux? Non, il n'a jamais dépensé 900 000 euros. Bon, ben si vous touchez du doigt, si vous touchez du doigt, cet aspect-là, c'est comme si vous doutez. Ouais, quand par exemple, il m'a donné l'exemple de François Fillon. C'est un grand amateur de costumes. C'est Robert Bourgi qui lui a acheté les costumes pour le piéger. Il les a portés fièrement. Bourgi avait des lunettes de soleil. Fillon les avait pris et les portait. Donc, on n'a pas ici un président qui est particulièrement friand de Made in France. François Fillon n'est pas président. Vous comprenez? Et ce n'est pas la même chose que... Bon, de toutes les façons, monsieur Samuel, moi, je n'ai rien à justifier parce que, vous savez... je vais encore insister. Oui, insister encore que les chefs d'État africains doivent faire montre beaucoup de patriotisme. Et ça suppose que la bonne gouvernance, la reddition des comptes, les déclarations des biens
etc. Parce que quand vous observez les choses là dans les normes, vous clouez le bec en même temps aux Occidentaux. Vous leur privez vous ne leur donnez plus d'échappatoire, vous ne leur donnez plus de mobile. Mais quand vous dites que vous êtes président et vous adonnez à tout ça là, eux, ils sont comme des loups dans ce monde. Il n'y a rien que vous, président africain, vous fassiez qui les échappe. Voilà. Alors donc, ça vous rattrape. Alors que de telles choses vous rattrapent, mais c'est parce que vous avez prêté le flanc. Pourquoi prêter le flanc? Pourquoi? Alors donc, nous voudrons des présidents intègres. Vous comprenez? Imaginez qu'on sort un tel dossier comme ça. C'est pourquoi le parcours politique en Occident et surtout aux États-Unis observe des principes. Voilà. Vous êtes vigilants sur un certain nombre de choses, parce que sinon, si on vous lance ça, imaginez qu'on sort des choses. Regardez ce à quoi fait face Donald Trump actuellement aux États-Unis. Regardez ce à quoi il fait face. Oui, avec etc. tellement d'affaires. Alors donc, vivement, surtout que nous, pays africains, nous sommes en construction. Disons que nous sommes en train de nous chercher. Alors donc, comment est-ce que nous pouvons nous chercher encore avec de telles dépenses, de tels comportements, de tels agissements? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrons espérer avoir? Alors donc, vivement, moi, ce qui m'importe est que nos présidents africains montrent beaucoup plus d'intégrité, beaucoup plus d'amour pour leur pays et de rationalité, dans tout ce qui concerne les dépenses publiques, etc. D'accord. Alors donc, moi, je pense que c'est ce qui relève de notre intérêt. Finalement, c'est ce genre de révélation, parce que j'avais cité, il y a eu le cas Obiang Nguema, il y a eu le cas Sassou Nguesso, il y a eu le cas Bongo. Ça donne quoi comme résultat? Non, pour Bongo, en réalité, la France ne voulait plus trop le sentir. Pour Papa Bongo, par exemple, on a sorti cette affaire-là. Vous rappelez là où il est mort? En Espagne. C'est en Espagne. Pourquoi Bongo ne devait pas mourir à Paris ou ne se faire soigner? Il avait, je pense que ça lui avait pas été accordé. C'est comme l'asile de Ben Ali aussi ne lui avait pas été accordé, qui avait demandé à l'époque. Vous savez que Michel Allot-Marie, ministre de la Défense de la France, avait passé ses congés de Noël dans la famille Ben Ali. Mais quand la révolution a commencé, Ben Ali a appelé Sarkozy pour dire, mais offre-moi de l'asile, donc je viens rester chez vous. Et on a dit non, on ne veut plus de toi, parce qu'on sait ce qu'on a provoqué. On ne veut plus de toi, on ne vient pas. Donc il est allé mourir en Arabie Saoudite, vous vous rappelez. Donc on sort ce genre de choses pour vous dire qu'on ne veut plus trop de vous, parce qu'arrivé à un moment donné, entre Bongo et Sarkozy, ça ne collait plus. Parce que il y avait cette histoire que vous connaissez, Jean-Marie Bockel, qui avait demandé à ce qu'on mette fin à la France-Afrique. Et donc, Sarkozy a été obligé de suivre Papa Bongo. Et on a fait sauter Jean-Marie Bockel et on l'a fait remplacer par Alain Joyandé comme secrétaire d'État français à la coopération. Donc, Sarkozy s'est dit, mais le gars là, il est là, mais il nous donne trop d'ordres. Je ne suis pas Chirac. Donc, la tension était à un niveau considérable entre Bongo et Sarkozy. Donc, c'est pour ça qu'on sortait ce genre d'affaires. Pour Sassou Nguesso, on sort ça, mais Sassou Nguesso et la France, ça arrive à se gérer. Un peu, ça arrive à se gérer. Entre temps, il y avait eu des manifestations en France, vous vous rappelez, par rapport à sa constitution. Bon, François Hollande, c'est difficilement qu'il avait pris position, mais finalement, et légèrement, il avait soutenu. C'est pour vous dire que vous devez extrêmement faire attention. Il y a des choses que vous devez nous laisser. Obiang Nguema, on sait ce qu'il est. Il est sûr de lui-même. On sait ce genre de choses du moment où, en fait, c'est le peuple. Quand le peuple ne considère pas trop ça ne réussit pas. L'intérêt, c'est quoi? Donc, on vous peint en noir et le peuple, en réalité, se soulève. C'est ça, en fait. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Togo en 2017? L'effet papillon que Canal+ avait fait réaliser. L'effet papillon, le reporter qui peignait en noir le régime togolais. Et le lendemain, des jours qui ont suivi, vous avez vu Fonia Singbe et Bolloré a inauguré Canal Olympia. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc quand des choses arrivent comme ça, vous qui dirigez, vous qui êtes le patron, vous devez vous en saisir pour dire en réalité, il y a quelque chose qui arrive. L'intérêt, c'est quoi? C'est de faire soulever le peuple. Même par rapport à Gbagbo. Gbagbo, c'est parce que moi je me dis que Laurent Gbagbo n'a pas été malin, c'est pour cela qu'il s'est fait gommer. Tout ce qu'on avait dit de lui, sur lui à l'époque, et c'est parce qu'il n'avait pas compris le jeu. Sinon, il aurait pris assez de temps pour pouvoir organiser les élections, parce que s'il savait que s'il était sûr qu'il allait perdre les élections, il les aurait jamais organisées. Messieurs, on va marquer la pause, le temps de regarder ensemble le journal pour une dizaine de minutes, et ce sera la deuxième partie.